Pour entamer notre cours de probabilité, nous allons commencer par faire l'étude de ce que l'on appelle l'analyse combinatoire. Et pour pouvoir commencer cela, nous allons avoir besoin d'étudier la notion de factoriel. Alors, habituellement, pour commencer l'étude de la notion de factoriel, eh bien, on étudie cela avec des nombres entiers. On prend un nombre n quelconque, voilà. Quand on met un point d'exclamation à côté, ça veut dire que l'on est en train de calculer factoriel de n. Et en réalité, on est en train de faire n fois le même nombre moins 1, fois le même nombre moins 2, etc. jusqu'au moment où on finit par arriver à la fin à fois 2 fois 1. Voilà donc pour un nombre qui est quand même suffisamment grand, de telle sorte qu'il est quand même plus grand que 2. On va prendre un exemple, par exemple, prenons factoriel de 5. Factoriel de 5, c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 et le fois 1. Éventuellement, on pourrait se dire qu'on peut se passer du fois 1, mais on va voir qu'il nous est inutile par la suite. Si on fait ce calcul-là, on va obtenir 120. Alors, à partir de cette notion de factoriel avec un nombre entier, eh bien, on va pouvoir établir une règle qui est la suivante. C'est que si je fais n factoriel, c'est égal à n multiplié par n-1 factoriel. Effectivement, si je regarde ce qu'il y avait au-dessus, 5 factoriel eh bien, est égal à 5 fois 4 factoriel, puisque 4 factoriel, ou factoriel de 4, c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1. Ça marche toujours. Et donc, de là, je vais pouvoir dire que si je cherche un nombre, le factoriel d'un nombre qui est juste en dessous de celui que je calcule, eh bien, il me suffit alors à ce moment-là d'avoir n factoriel avant, et cela, je le divise par n. Alors, pourquoi est-ce que je vous montre ça? C'est pour montrer ceci. C'est que si je calcule 5 factoriel, bien, on a trouvé que le résultat, c'est 120. Ok, si maintenant, je veux trouver ce que vaut 4 factoriel, qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là? Il me suffit simplement de passer de 120 à un autre nombre. Et pour trouver ce autre nombre, il suffit que je fasse simplement la division par 5. Donc, 120 divisé par 5, ça me donne 24. Je vais continuer, je voudrais trouver ce que vaut factoriel de 3. On aura compris, pour pouvoir passer de 4 factoriel à 3 factoriel, je dois diviser par 4. Je vais obtenir 6. Je continue, je cherche 2 factoriel. Pour trouver 2 factoriel, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire factoriel de 3 divisé par 3, ça va me donner 2. Je cherche factoriel de 1. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour pouvoir trouver factoriel de 1? Je sais que c'est factoriel de 2 divisé par 2. Factoriel de 2, c'est 2, divisé par 2, ça me donne 1. Je continue. J'arrive à factoriel de 0. Ah, est-ce que c'est possible, factoriel de 0? Eh bien, si je regarde la définition qui se trouve juste au-dessus, eh bien, je devrais calculer factoriel de 1 divisé par 1.
Donc c'est toujours possible. Ça va me donner 1. Donc, c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que une première règle que je peux trouver, c'est que factoriel de 1, c'est aussi égal à factoriel de 0, et tous les deux sont égales à 1. Et après, est-ce que je pourrais continuer? Eh bien, si je veux calculer factoriel de moins 1, donc comme ceci, est-ce que je pourrais trouver quelque chose? Eh bien, ce serait égal à factoriel de 0, mais divisé par 0. Donc, en fait, là, ça ne marche plus. Factoriel de moins 1 n'existe pas. Voilà, alors, en réalité, si on veut être complet dans la notion de factoriel, mais ça ce n'est juste qu'une remarque, il existe en fait une fonction qui est notée fonction gamma, comme ceci, qui ressemble à cela, et qui décrit totalement donc toutes les valeurs de factoriel. Ce qui fait que si on regarde un petit peu cette fonction, on voit que c'est une fonction qui est continue par morceaux. Si je veux rechercher factoriel de 3, eh bien factoriel de 3, c'est égal à 4 moins 1, donc il se situe à ce niveau-ci. Voilà. On voit que pour la valeur de 4 de gamma, c'est égal à factoriel de 3, on obtient bien 6. Si je veux continuer plus loin, si je cherche factoriel de 2, eh bien, je vais pouvoir le situer ici. Je vais avoir factoriel de 1. J'ai factoriel de 0. Et alors, on voit que pour factoriel de moins 1, il y a une impossibilité. On voit que la fonction tend vers plus l'infini. Il n'y a pas de valeur pour moins 1, mais il existe d'autres valeurs pour des nombres qui ne sont pas forcément entiers et qui peuvent être même négatifs. Voilà, maintenant que nous connaissons la notion de factoriel, nous allons maintenant pouvoir faire l'étude de ce qu'on appelle les arrangements et les permutations. On va commencer par les permutations en réalité, qui sont des arrangements particuliers. Et pour ça, je vais partir d'un exemple où je considère que j'ai 6 boules, qui sont notées de 1 jusqu'à 6, et j'ai à ma disposition 6 boîtes. Donc, je vais commencer par dessiner les boîtes. Voilà. Et je voudrais commencer par placer ma boule numéro 6. Je vais aller de la boule 6 jusqu'à la boule 1. L'idée dans l'analyse combinatoire est de pouvoir trouver le nombre de cas possibles. Donc, j'ai mes 6 boules et j'ai 6 boîtes. Donc, ça veut dire que, déjà à la base, j'ai 6 possibilités de pouvoir placer ma boule. Alors supposons que, comme dans les notes, que je décide de placer la boule numéro 6 dans la boîte B. Du coup, il ne me reste plus que 5 places. Donc ça veut dire que la boule numéro 5, eh bien, je peux la placer dans 5 endroits différents. Voilà. Mais si ma boule 6 est bien dans B, c'est un des cas où je peux placer 5 boules à 5 endroits différents. Si j'avais placé ma boule numéro 6 dans un autre endroit, eh bien, il y aurait eu un endroit de libre, la boîte B, et peut-être que c'est la boîte F qui n'aurait pas été disponible. Donc, ça veut dire que, jusqu'à présent, j'ai 6 fois 5 possibilités d'avoir placé 2 boules parmi les 6 boîtes. Donc, j'ai décidé que la boule numéro 5, j'allais la placer ici, dans la boîte E. Et je vais
continuer comme ça jusqu'à la fin. Il me reste donc 4 cases possibles. Donc, pour la boule numéro 4, j'ai 4 possibilités. Je décide de la mettre dans la boîte F. La boule numéro 3, je décide de la placer. J'ai 3 possibilités, je décide de la placer ici. La boule numéro 2, j'ai 2 places possibles, j'ai décidé de la placer là. Et enfin, il me reste plus que la boule numéro 1 et je n'ai qu'une seule place possible. Et voilà, j'ai défini une permutation. En réalité, pas une permutation, mais toutes les permutations possibles. Et ce qu'on peut dire, c'est que si je cherche P6, eh bien, je vais obtenir factoriel de 6. Donc, dans le cas général, je pourrais dire que si j'ai n objets, eh bien, la permutation de n objets est donnée par factoriel de n. Donc, voici la première formule. Je repars depuis le début, où j'ai de nouveau 6 boules, mais j'ai cette fois-ci uniquement 2 boîtes. Je peux dire que dans la boîte A, je peux mettre 6 boules différentes. Ça veut dire que pour A, je peux mettre la boule 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai donc 6 possibilités. Donc je reviens avec 6 qui va être fois quelque chose. Fois quoi? Eh bien, une fois que j'ai placé une boule dans la boîte A, ça peut être n'importe laquelle, je vais dire que c'était la boule numéro 3, voilà, eh bien, il me reste encore 5 boules, 1, 2, 4, 5 et 6, que je peux placer dans la boîte B. J'ai donc 5 possibilités. Ce que je peux encore écrire comme ceci. Je peux dire que c'est égal à 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2, éventuellement le fois 1, le tout divisé par, alors, 4 fois 3 fois 2 fois 1. Ce qui fait qu'après, je peux dire, tiens, pour pouvoir obtenir ce que j'avais à gauche, eh bien, il me suffit alors à ce moment-là de faire des simplifications, parce que 4 va se simplifier avec le 4, le 3 va simplifier avec le 3, etc., etc. Le but n'est évidemment pas de faire ça, mais de pouvoir écrire le résultat sous la forme de factoriel. Donc, j'ai 6 factoriel divisé par 4 factoriel. Ce que je peux encore écrire, c'est égal à 6 factoriel, le tout divisé par, et 4, c'est en fait 6 moins 2 factoriel. Parce que nous avons 2 boîtes et nous avons 6 balles. Et c'est cela que nous allons appeler un arrangement de 6 objets pris 2 à 2. On devra exprimer le fait que cela se fait sans répétition. J'y reviendrai. Remarquons que c'est aussi égal à P6, donc 6 factoriel, divisé par, eh bien, 6 moins 2 factoriel, ça je le laisse.
Alors faisons des petites transformations. Si maintenant ce n'est pas 6 objets que je veux prendre 2 à 2 et que je veux prendre en réalité n objets que je prends k à k, vous aurez compris que je remplace le 6 par n et le 2 par k. Voilà, je vais donc avoir n factoriel divisé par n moins k factoriel, et c'est égal à Pn, le tout divisé par n moins k factoriel. Ça, il reste. Donc voilà la définition de l'arrangement pris sans répétition. Et alors, qu'est-ce qui se passe si je prends A, NN, comme ceci? Si je fais le calcul, c'est n factoriel, le tout, divisé par n moins n factoriel. Ça, ce sera facile à calculer. Ça me donne n factoriel, le tout divisé par 0 factoriel. Or, on sait que 0 factoriel, c'est 1. Donc, ça donne n factoriel. C'est-à-dire Pn. Et je vous avais bien dit tout à l'heure que les permutations sont des cas particuliers d'arrangement. C'est pour ça que les deux sont étudiés ensemble. Alors, je vous avais parlé d'arrangement sans répétition. Qu'est-ce que c'est que des arrangements avec répétition? Eh bien, cette fois-ci, plutôt que de considérer 6 boîtes dans lesquelles vous avez 6 boules que vous devez placer dans les 6 boîtes, ou avec un certain nombre réduit de boîtes, cette fois-ci, l'idée est la suivante. C'est que vous avez toujours les 6 boules, les voici. Voilà, vous avez 6 boules qui sont placées dans un sachet, il est fermé, et l'idée c'est que vous voulez aller pêcher à l'intérieur les 6 boules en question une à une. Qu'est-ce qui va se passer? Si vous prenez les 6 boules une à une et que vous ne les remettez pas dans le sachet, il n'y aura pas de répétition parce que on ne peut jamais trouver 2 fois la même boule. Mais supposons cette fois-ci que vous faites en réalité un tirage, mais plutôt un tirage dans lequel chaque fois que vous prenez une boule, vous regardez le numéro, vous le notez, puis vous le replacez. Ça veut dire que si vous prenez une boule au hasard pour commencer, vous avez 6 possibilités. Si vous replacez à nouveau la boule à l'intérieur du sachet, qu'est-ce qui va se passer? Chaque fois que vous allez reprendre une autre boule, vous avez de nouveau 6 possibilités. Et ainsi de suite. Mais alors supposons que vous décidez seulement de retirer 2 boules. Eh bien, vous avez alors à ce moment-là, vous voyez, 6 fois 6, ça fait 36 possibilités. Ça, cette fois-ci, on va le noter non plus avec la lettre grand A, bien qu'il y ait 2 manières de pouvoir l'écrire, mais plutôt avec la lettre grecque, alors à ce moment-là. Et je choisis de prendre les 6 objets 2 à 2, eh bien, je constate que ça va me donner 6 au carré. Voilà, donc la règle en réalité est très simple, c'est que alpha n k est égal à simplement n exposant k. Et l'autre notation, si je prends l'arrangement sans répétition, pour dire qu'il y a répétition en plus, eh bien on met une barre au-dessus du A, comme ceci. Voilà, ça, on a affaire alors à ce moment-là à des arrangements, mais cette fois-ci avec répétition. Alors, peut-on parler également de permutation avec répétition? La réponse est oui, c'est un peu particulier. Je vais commencer d'abord par noter la formule et puis on prendra un exemple juste après. Donc,
Voilà. Comme ceci, c'est un exemple où on prend alpha, bêta, gamma qui se trouve donc au-dessus. On pourrait continuer à prendre d'autres lettres supplémentaires. Et en fait, pour pouvoir calculer ça, c'est n factoriel. Allez savoir pourquoi au niveau notation, ce qui se trouve en bas au niveau du symbole de la permutation se trouve en haut en ce qui concerne la fraction et vice-versa. Donc je vais avoir factoriel de alpha, factoriel de bêta, factoriel de gamma, etc., etc. Avec une condition importante, c'est qu'en réalité, on est en train de sortir tous les objets et que si je fais donc alpha plus bêta plus gamma plus si je les prends tous, eh bien, je vais obtenir n. Quel est l'exemple que je puisse vous donner? On prend un sachet où vous avez 4 boules rouges. Vous avez 2 boules vertes. Et enfin, il vous reste 3 boules bleues. Si je fais le total, j'obtiens 9 boules. Et l'idée, c'est de savoir quelles sont toutes les possibilités possibles que l'on a de pouvoir sortir toutes les boules les unes à la suite des autres. Eh bien, le calcul est assez simple. Eh bien, il suffit de faire P, alors 9, 4, 2, 3, c'est égal donc à 9 factoriel, le tout divisé par factoriel de 4, factoriel de 2 et factoriel de 3. Et quand on calcule ça, on va obtenir au final 1260 possibilités. Donc on peut faire une synthèse de ce qui avait été vu jusqu'à présent avec les arrangements et les permutations. Nous pouvons dire que nous avons les arrangements qui sont pris n objets k à k. Nous savons que la formule est donnée par n factoriel, le tout divisé par n-k, le tout factoriel. Que de là, nous pourrions en déduire Pn qui vaut a nn, qui dans ce cas-là vaut simplement n factoriel. Donc on est d'accord de dire que c'est sans répétition. Avec répétition, on a alpha nk, qui est aussi noté a nk avec une barre, est égal à n exposant k. Et nous venons de voir Pn, alpha, bêta, gamma, etc. est égal à n factoriel, le tout divisé par factoriel de alpha, factoriel de bêta et factoriel de gamma. Ça, c'est lorsqu'on a des répétitions. Et nous devons rajouter quelque chose, c'est de savoir que l'ordre est important.
c'est cela qui va différencier avec ce que nous allons voir par la suite, c'est que si vous avez pris une première boule, on va dire que vous prenez la première boule, c'est la numéro 3, et vous prenez une autre boule, c'est la boule 5, eh bien ce n'est pas la même chose que si vous prenez d'abord la boule 5 et puis ensuite la boule 3. Donc l'ordre a de l'importance. Maintenant nous allons faire exactement les mêmes recherches, mais cette fois-ci c'est dans le cas où l'ordre n'a pas d'importance. C'est-à-dire que l'idée, vous prenez un sachet, vous prenez par exemple 2 boules quelconques, mais cette fois-ci, peu importe l'ordre en question. C'est un petit peu comme si au lieu de prendre 2 boules dans un sachet qui en contient 6 et que vous ne décidez pas spécialement de les prendre une à une, mais vous en prenez par exemple 2 à la fois. Qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, vous allez tomber sur un autre cas qu'on appelle les combinaisons. Donc la combinaison de 6 objets pris 2 à 2. Donc je prends 2 boules quelconques à l'intérieur de mon sachet qui contient 6 boules numérotées de 1 jusqu'à 6. Eh bien, je peux affirmer que c'est égal à l'arrangement de 6 objets pris 2 à 2 divisé par la permutation de 2 objets. Effectivement, ce n'est pas extraordinaire, puisque j'ai pris 2 boules. Eh bien, le fait de prendre la boule 3-5 ou bien la boule 5-3, c'est la même chose. Donc ça veut dire que je réduis de moitié le nombre de possibilités. Donc c'est ça qui fait que l'ordre n'est pas d'importance. J'ai moins de cas possibles. Donc si je fais ce calcul-là, je vais déjà mettre une grande barre de fraction, voilà, ça va me donner. Alors, pour l'arrangement, c'est factoriel de 6 divisé par factoriel de 6 moins 2, et il me reste encore factoriel de 2. Je n'ai plus qu'à faire le calcul. C'est donc factoriel de 6 divisé par, je vais mettre factoriel de 2, et le factoriel de 4. Il n'y a plus que calculer ça. Ça va donner 15 possibilités. Notez que c'est 6,2 également noté, donc plutôt 6,2. Qui est peut-être un peu plus judicieux au niveau écriture, puisque vous voyez que vous avez le 6 et le 6 qui est également au-dessus, et puis vous avez le 2 et le 2 qui sont en dessous. Donc, formule générale, vous avez donc CNK sera égal alors à ce moment-là à NK le tout divisé par PK, ce qui va vous donner n factoriel le tout divisé par k factoriel multiplié par n moins k factoriel. Quand j'y multiplié, c'est en dessous de la barre de fraction, bien entendu, qui peut encore s'écrire comme ceci, n k. Alors, les combinaisons sont certainement ce qu'il y a de plus important dans les calculs de probabilité, parce que c'est ce qui revient tout le temps. Alors, je vais énoncer différentes propriétés sans pour autant les démontrer. Les démonstrations se trouvent dans les notes, mais qui peuvent parfois être utiles pour différents calculs. Donc, notons que si vous avez CNK
n k. Eh bien, je peux affirmer que cet égal à c'est n-k. En fait, la démonstration est évidente, puisque lorsqu'on est en dessous de la barre de fraction, on a k multiplié par n-k, les deux factoriels. Donc, au niveau écriture de la combinaison, il est logique que l'on revient exactement à la même chose. Ça, c'est une première règle. Autre règle qui est assez intéressante, je prends CNK. Voilà. Je dis que c'est égal à C. Alors, je retire 1 au n qui est en dessous. Donc, ça me fait n-1 et le k qui est au-dessus, je le laisse. Plus C, mais cette fois-ci, le moins 1, je le fais également au-dessus. K-1. Voilà. Ça, c'est une autre règle dont la démonstration se trouve dans les notes et qui vont pouvoir justement permettre de pouvoir travailler avec ce qu'on appelle le triangle de Pascal, que l'on va étudier tout de suite, et qui permet de pouvoir trouver tous les produits remarquables du type A plus ou moins B exposant n. Alors, je vais commencer par écrire C n-1 k moins 1. À côté, j'écris Cn-1 k. Et en dessous, j'écris Cn k. Et voilà. Et puis ensuite, je vais entourer ça de petites cases. Et voilà. Ben, vous aurez compris que quand je fais la somme de la première case et de la deuxième case, eh bien, je trouve alors à ce moment-là le résultat dans la case qui se trouve en dessous. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir créer le tableau de Pascal. Et vous allez voir qu'il est très très simple à faire. Alors, allons-y. Donc voilà mon tableau. Vous allez voir que sa construction est très simple. Je vais commencer par mettre des 1 sur la première verticale. Et également sur la diagonale. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir utiliser la règle numéro 2 que je viens de voir concernant les combinaisons. Donc, je vais prendre deux cases, celle-ci et celle-ci, et je sais que quand je fais la somme de ces deux-là, eh bien, je dois la noter juste en dessous. 1 plus 1 égale 2. Et je vais faire ça tout le temps. Donc, j'ai 1 plus 2 égale 3. Pour ici, ensuite, j'ai 2 plus 1 est égal à 3. Et je continue en dessous. 1 plus 3 est égal à 4. 3 plus 3, ça me fait 6. 3 plus 1, ça me donne 4. Et je vais continuer cette même petite règle jusqu'à la fin. Donc 1 plus 4, ça me donne 5. 4 plus 6, ça me donne 10. 6 et 4, 10. 4 plus 1, ça me donne 5. 1 plus 5, ça me donne 6. 5 plus 10, ça me fait 15. Puis ici, ensuite, j'ai 20. 10 plus 10. 10 plus 5, 15. 5 plus 1, 6. 1 plus 6, ça me donne 7. 6 et 15 me donnent 21. 15 plus 20, ça me donne 35. 20 plus 15, ça me donne aussi 35. Et puis, j'ai 21. Remarquez qu'il y a
une symétrie pour ce qui est de ces nombres, que vous preniez n'importe quelle ligne, que vous la lisiez de gauche à droite ou de droite à gauche, bien vous constatez que la structure est identique. Alors 1 plus 7, ça donne 8, 7 plus 21, ça me donne 28, 21 plus 35, ça me donne 56, 35 et 35, ça me fait 70. Et puis de nouveau 35, donc j'ai 56. Et puis, en fait, en utilisant la symétrie, je peux tout de suite trouver la suite de nombres, etc., etc. Et puis vous remarquez évidemment qu'il y a des cases vides. Hein. Bon, si je prends par exemple la case celle-ci, si je veux calculer C25, ça n'a absolument aucun sens. Vous ne pouvez pas prendre un sachet qui contient 2 balles et essayer d'en tirer 5. Ça n'a absolument aucun sens. Eh bien, regardons la ligne 2, par exemple. Ici, la ligne 2, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez 1, 2, 1. Eh bien, pensez à A carré plus 2AB plus B carré. Je vais ici. J'ai A cube plus 3AB carré plus 3AB carré plus B cube. Et en réalité, on pourrait continuer ainsi de suite en prenant les autres lignes. Eh bien, regardons justement, si on veut faire cet exercice-là, qu'est-ce que je pourrais obtenir si je faisais A plus B exposant le 4? Eh bien, faisons l'exercice et regardons ce que nous allons obtenir. A plus B exposant 4. Alors, comment est-ce que je peux procéder au calcul de ce produit remarquable? Eh bien, je dois d'abord commencer à me positionner par rapport aux exposants. Je vais avoir A4 comme premier, et puis ensuite, si j'ai l'exposant qui diminue, 3, et bien du coup, j'ai l'exposant de B qui va augmenter de 1, puisque la somme des exposants doivent toujours être égale à l'exposant de départ. Donc, j'ai A4 au départ, c'est comme si j'avais un B exposant 0 qui vaut 1, et puis j'ai A3B, puis ensuite je vais avoir A2, B2, et puis ensuite je vais avoir A1, B3, et il va me rester B4. Voilà, alors, si je regarde le triangle de Pascal, j'ai donc 1, 4, 6, 4, 1. Donc, j'ai 1. Mais bon, on sait très bien que je ne dois pas le noter, donc je vais l'enlever. 4, 6, 4, et puis le 1 que je note pas. Voilà. Et ainsi de suite pour n'importe quel binôme dit de Newton. Donc en fait, je vais pouvoir écrire la règle générale qui me dit que si je veux faire un A plus B exposant n, eh bien, ce sera la somme pour A qui a exposant K et B qui est exposant n-K, avec K qui va donc de 0 jusqu'à n, et devant, je peux placer CNK, c'est-à-dire la combinaison. Voilà donc la formule exacte pour tous les produits remarquables du type A plus B exposant n. La seule chose que nous n'avons pas vue, ce sont les combinaisons avec répétition. Alors ça, je ne vais certainement pas le détailler, mais je vais simplement
le mettre en tant que remarque, parce que c'est quelque chose qui existe, mais c'est quelque chose que nous n'utiliserons pas. C'est la possibilité de pouvoir faire la même chose qu'avec les arrangements, c'est-à-dire de définir ce qu'on appelle les combinaisons de n objets pris k à k, mais avec répétition, comme ceci. C'est la même chose que de mettre une barre. Pour pouvoir faire ce calcul, c'est comme si je faisais la combinaison de n plus k moins 1. Le k, je le laisse au-dessus. À partir de là, ça devient facile. C'est la même chose que la notation suivante. Voilà. Et pour ce qui est du calcul, j'ai le n plus k moins 1 qui se trouve au-dessus. J'ai le factoriel de k qui fatalement se trouve en dessous. Et puis, je vais avoir la différence. N plus k moins 1 moins k, il ne reste plus que n moins 1 factoriel. Bon, ça, je vous ai dit, c'est juste une remarque, donc on ne l'utilisera jamais. Fin de cette leçon.